Alors, Monsieur Lipinski, l'autre jour, vous m'avez dit que tout le monde peut devenir roi ou reine. Expliquez-moi, c'est incroyable ça. Mais oui, tout le monde peut devenir roi ou reine, c'est le contraire de la démocratie, puisque il faut bien comprendre ce qu'est la politique. Tout est dans l'œuf, c'est-à-dire qu'il faut commencer par regarder les sociétés que Chirac appellerait premières, comment ça fonctionne. Il y a toujours un chef. Bon, le chef, c'est la nature des choses qu'il a imposée. Bon, et après, vous avez une transmission selon certaines règles. Alors tout le monde ne peut pas être roi en même temps, c'est évident. Bon. Mais ce que ne savent pas ceux qui se disent royalistes, c'est quelles sont les conditions à remplir pour être roi. Or les conditions, la première condition, c'est la condition du chef. C'est comme le mariage, il faut le consommer, si je peux dire. C'est-à-dire que celui qui est le chef, c'est celui qui a montré sa valeur. Ce n'est pas comme maintenant celui qui est le député ou l'autre qui dit « moi je porte des valeurs ». Ça ne prouve rien. Vous pouvez avoir dans le sac au dos de la liberté, tout ce que vous voulez. Donc dans le système historique, c'est celui qui a les capacités qui est le chef. Et ça paraît tout simple. Bon, première condition. Donc c'est le chef de guerre. Le chef de guerre, bon, donc celui qui va être roi, c'est celui qui a réussi. Donc tout le monde peut être roi ou reine avec les deux, à condition d'avoir passé l'examen. Mais l'examen, c'est pas d'être le fils de son père. C'est pas ça, à l'origine. C'est celui qui, sur le champ de bataille, a montré sa valeur et est reconnu par ses pairs comme le meilleur. Et donc, c'est la condition d'être mis sur le pavois. Et puisque vous me posez la question, elle est tout à fait d'actualité. Actuellement, il n'y a aucun candidat. C'est-à-dire que, et là je m'adresse aux auditeurs, si l'un a la valeur, quel que soit celui qui a la valeur, celui qui aura gagné, emporté le pouvoir, eh bien lui, il a qualité pour être roi avec les conditions, en France, que je vais donner. C'est-à-dire, c'est celui, la royauté, le mot roi, ça vient, c'est réel, le Real Madrid, la réalité, c'est celui qui a la réalité des conditions pour être roi. Donc, c'est une nouvelle race. Et dans l'histoire d'Israël, vous voyez comment on devient roi aussi. Donc, tout le monde est éligible, à condition de montrer les qualités, bien entendu. C'est pas tiré d'un chapeau. Alors les conditions, c'était lesquelles? Premièrement, c'était le principe de réalité. C'est-à-dire être le chef, être capable de conduire son peuple. Ça paraît idiot, mais faut-il le rappeler. C'est pas de sortir d'une boîte des urnes trafiquée. Donc ça se voit. Et donc le roi, le futur roi, était porté sur le bois. Première condition. La deuxième condition, c'était la condition en France de catholicité. Bon. Et la troisième condition, c'était le sacre. Donc, puisqu'à l'origine, la fonction suprême était celle qui rassemblait la fonction politique et la fonction religieuse. C'est celle du roi prêtre. Et c'est là que l'on revient à ce que j'ai dit dans les carèmes initiatiques, c'est que c'est du haut du donjon que l'on prend les remparts, et la valeur suprême, c'est la théologie politique, et comme actuellement, la République, dite laïque, en fait, se réclame d'une théologie qui est la théologie, inversée ou non, on pourra le dire comme on veut, des droits de l'homme. Donc tout le monde deviendra, et actuellement, la candidature est ouverte, c'est qu'il n'y a aucun candidat. Donc le premier qui se présente, et qui aura réussi à prendre le pouvoir et à remettre les choses à l'endroit, eh bien il n'y a plus qu'à l'amener à Saint-Denis, enfin, ou plutôt à Reims, pour le sacrer. Donc actuellement tout le monde, mais faut-il encore se donner la peine, bien entendu. Mais tout le monde peut passer l'examen. Voilà. Il y a quand même des prétendants au trône. Il y a Louis de Bourbon et Jean d'Orléans. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Et aujourd'hui, est-ce que ce serait encore possible d'avoir quelqu'un qui soit... comment dire Parce que tout ça, c'était il y a pas mal d'années. Est-ce qu'en 2023, quelqu'un qui pourrait s'imposer ou avoir les qualités requises et demander d'être roi alors que c'est pas de droit divin, comme ça, sorti de nulle part? Enfin, comment ça marche? Comment ce serait possible? Bon, la politique, d'abord, c'est une science. Personne ne pourrait se déclarer médecin sans connaître la science politique. Bon. Donc, on a fait croire aux Français, pour les dominer et les mener dans l'esclavage, que tout le monde pouvait avoir accès à la politique. C'est une science, la politique. Et je dirais même que, comme l'art oratoire, c'est la science probablement la plus difficile, enfin, une des plus difficiles, il y a la théologie, parce qu'elle est si vous voulez, le point de confluence de toutes les disciplines, de toutes les sciences. Le roi, c'est l'arbitre. Ceci dit, le paradoxe, c'est un paradoxe qu'a très bien soulevé ce génie méconnu qui s'appelle Pascal,
Et Pascal disait, quoi de plus stupide que de prendre pour roi ou pour chef le premier-né de la reine? Ça paraît stupide. C'est le contraire de cette idée intelligente, on se réunit, on va dire. Et Pascal, toujours aussi génial dans ses pensées, dit oui, mais ça évite les guerres civiles. Et nous sommes actuellement, nous le voyons, en guerre civile permanente. Donc évidemment, il y avait le sac et tous les autres éléments. Bon, alors, ce qu'il faut bien comprendre, vous avez cité tout à l'heure 2 prétendants. Mais pour les connaître, je peux vous dire que ni l'un ni l'autre, le père du fameux Louis XX dont vous parlez, lui avait une posture royale, je le vois encore dans la salle des batailles à Versailles. Mais aucun de ces 2 n'est prétendant. Ils ne sont pas prétendants. Puisque vous savez que Charles de Gaulle avait conçu l'idée d'une restauration. Je dis bien l'idée. Et vous prenez ce qu'on appelle la monarchie républicaine, correspond justement à une logique personnelle. C'est un système politique non pas basé sur des assemblées qui bavardent, c'est ce que dit le Parisien actuellement, mais sur le fait qu'il faut incarner, incarner la souveraineté dans une personne. Et c'est l'idée de l'élection présidentielle. Mais bien entendu, les lobbies ont récupéré la chose, finalement, et donc les présidentielles ne sont que le fruit encore d'une action, nous l'avons vu, avec l'affaire Fillon, avec l'élection de Macron, etc. Bon. Donc les 2 personnes ne prétendent pas. Prétendre, ça veut dire agir. C'est-à-dire que si vous aviez une de ces 2 personnes qui se disait « mais c'est excellent, moi je vois très bien, je peux lui écrire son discours », eh bien nous le retrouvons au temps antique d'être porté sur le pavois. Porté sur le pavois, maintenant, c'est les élections. Eh bien, écoutez, je me présente au présidentiel et faire valoir ses droits. Et à ce moment-là, le prétendant prétendrait et expliquerait ce qu'est vraiment la politique, la raison pour lesquelles les races successives des rois de France, parce qu'il y a eu plusieurs races, n'est-ce pas? Les races indiquent bien ce que je vous dis, c'est-à-dire que ça peut changer. À un moment donné, c'est celui qui est le mieux placé pour être le roi qui est sacré par l'évêque. Donc, je vous dis Saint-Rémy, à l'époque, pour Clovis. C'est le sacre qui fait le roi. Ce n'est pas la primogéniture mâle. Là, c'est l'erreur que font tous les dits royalistes, c'est il faut bien assurer la fonction, il y a la fonction religieuse et le sacre. Bon. Et donc, ces prétendants ne prétendent absolument pas. Et c'est ce qui est frappant, c'est que la France n'est plus capable de produire des ambitions politiques correspondant aux qualités qui ont fait de la France le premier royaume du monde, c'est-à-dire que la royauté a fait de la France le premier royaume au monde, et en 2 siècles, un peu plus de 2 siècles, vous avez la République et le prétendu suffrage universel qui n'est que le fruit des lobbies, qui a complètement détruit la France. Donc il y a la place pour un restaurateur du modèle français, de la véritable politique française, de l'intérêt des Français, et dans le désarroi à coups de casserole que nous voyons actuellement, c'est une sorte d'appel au roi, si je peux dire, ces casseroles, en disant « au secours, nous sombrons, vive quelqu'un ». Donc l'idée, c'est que la France a besoin d'un chef, bien entendu. Alors on parle d'un présidentiel, on peut parler de ce qu'on veut, mais on voit bien que de toute façon, tout ce qui a été fait par des personnes. Aucune assemblée n'a jamais rien fait. Et donc, c'est ce vide que nous voyons d'ailleurs dans les arts, en littérature, dans tous les domaines. Et même, j'allais dire, il y a plus on entend souvent dire qu'il n'y a plus d'hommes. Donc, non seulement il n'y a plus d'hommes providentiels, il n'y a plus d'hommes de guerre, il n'y a plus de chefs. Donc, ce système d'éducation a complètement castré les intelligences, les cerveaux, la politique. Et les Français ne savent même plus ce que c'est que la politique, qui est le problème de la décision. Et ce qui illustre actuellement cette absence de prétendants au sens général même à une vraie politique, c'est le faux débat que nous sert encore Macron. Voilà. Et donc ces casseroles traduisent bien le fait qu'il y a cette attente en France qui n'est pas satisfaite. Et c'est vrai que j'ai observé que Jean d'Orléans et Louis de Bourbon ne prétendent pas vraiment au trône, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien fait, ils n'ont pas agi, ils n'ont pas fait quelque chose, ils sont plutôt passifs, ils attendent que les Français reviennent vers eux. C'est quand même un point important, je voulais souligner, c'est-à-dire que ce qu'ont fait les dits droits de l'homme, c'est qu'ils ont castré les élites réelles. C'est-à-dire que les prétendants que j'ai approchés ont 2 qualités ou 2 défauts. La première, c'est qu'ils sont un peu prétentieux, parce qu'effectivement, quand ils voient leur généalogie, ils disent effectivement, je suis l'héritier, etc. Mais en même temps, ils sont, si je peux dire, complètement intoxiqués
par la Déclaration des droits de l'homme et ils ne savent plus comment... Ils ont un complexe d'infériorité. Donc ils ont un complexe de supériorité par leur passé et un complexe d'infériorité devant un langage qu'ils ne comprennent pas et ils n'ont pas compris qu'ils pourraient supplanter ce langage. Et que pensez-vous d'un autre système qui est prôné pas mal par les Gilets jaunes, où en fait, eux, enfin, si j'ai bien compris, ils voudraient que ce soit qu'il y ait plus de référendums, que ce soit le peuple qui gouverne plus, et ils sont presque anti, excusez-moi du mot anglais, mais leaders, quoi. Ils sont presque anti-chefs, quoi. Bien, on voit ce que ça donnait, parce que là, vous faites allusion à Étienne Chouard. Bon, j'ai eu un débat donc, dans l'élection présidentielle des Gilets jaunes, et effectivement, je ne voudrais pas caricaturer sa pensée, mais lui, il pense que des gens dans un train peuvent faire une constitution avant d'arriver à destination. Donc c'est dérisoire, cette idée de causer. Donc ce qu'a fait Étienne Chouard, c'est qu'il a pris le modèle suisse, mais je rappelle que le modèle suisse était associé au modèle français, et Louis XIV était le protecteur justement d'un petit pays qui était la Suisse. Bon. Et donc l'absence de verticalité, c'est l'intoxication des droits de l'homme, de l'égalité, qui ne mène à rien. Et la meilleure preuve que son système ne marche pas, c'est qu'il n'a pas pu l'appliquer aux Gilets jaunes. Si vous accédiez au pouvoir, comment voyez-vous les choses comment ça se pourrait se dérouler dans un monde idéal? Nous sommes sur le Titanic. Bon. Donc sur le Titanic, si vous n'avez plus de commandement, vous prenez la première personne qualifiée. Donc le débat actuellement, ce n'est pas royaliste, autre chose. Bon, puisque d'ailleurs, nous l'avons vu, il n'y a pas de candidat. Bon, supposons, c'est une question que m'avaient posée les Gilets jaunes, supposons que vous soyez prêts, parce qu'ils avaient tendance à me poser le même genre de questions, puisque moi je parle du modèle idéal qui a fait la France. Ça, c'est un fait historique et scientifique. C'est la royauté qui a fait la France. Et d'ailleurs, c'est assez amusant, parce que quand on parle du peuple français, on oublie de dire que le peuple a été fait par le roi. Parce que c'est bien le roi qui a fait le peuple. Il suffit d'aller même sur des sites internet et vous voyez que la France s'est faite, Île-de-France, etc. Et quand vous avez eu l'Alsace, finalement, la fameuse histoire de l'Alsace-Lorraine qui a été prise par les Allemands, eh bien, la Troisième République a dit c'est le corps de la France, il ne faut pas y toucher, mais c'est le corps qu'avait fait Louis XIV. Parce que je vous rappellerai que quand même l'Alsace appartient plutôt au corps germanique. Donc ce qui a fait la France, le pays des Francs, ce sont les rois. Et les rois ont fait la France et la République vous a fait. Alors, réponse à votre question. Supposons que je sois président de la République demain. Qu'est-ce que je fais? Je ne me pose pas des questions stupides. Je sais que les institutions françaises sont royales. Je n'ai cessé de le dire. Toutes sont royales. Hein. Bon, l'Assemblée nationale, c'est des états généraux permanents qui ne marchent pas. Donc, je fais marcher les institutions. Et puis ensuite, il y aurait un véritable débat. D'abord, il faut rendre la parole au peuple. Mais la parole au peuple, ça veut dire quoi? C'est pas au peuple avec un grand P, c'est au peuple avec un S. C'est-à-dire au peuple breton, au peuple provençal, etc. C'est-à-dire qu'il faut restaurer des institutions locales qui réunissent la langue, la culture, l'art de vivre. Et quand vous promenez en France, vous voyez que les habitats changent. Parce que quand la France était une démocratie, chaque peuple avait ses coutumes, ses costumes et sa manière de faire. Donc il faut refaire vivre le peuple de France qui est assassiné actuellement. Je vous rappelle qu'on vient d'annoncer d'ailleurs que dans les campagnes, on meurt dans les provinces 2 ans plus tôt que les autres. Il n'y a plus de médecine, il n'y a plus rien, on détruit. Donc il y a cette... Par toutes ces choses que vous voyez tous les jours, les peuples de France sont détruits. Donc d'abord, il faut refaire les vivre, recréer des pays. Je pense aux pays de Serre, à tous les pays de Caux, leur redonner le sens de leur identité. Parce que le bulletin de vote, c'est rien. Qu'est-ce que c'est? On vote quoi? On ne dit pas, quand on parle d'un député, on ne dit pas que c'est un député breton ou autre chose, on dit que c'est un député PS, PC, etc. Donc il faut redonner de la couleur, il faut réenchanter la politique, il faut redonner la parole au peuple, c'est-à-dire il faut redonner la parole à ceux qui doivent l'avoir dans leur domaine. Parce que maintenant, nous pouvons choisir soi-disant le président de la République, mais dès qu'il s'agit de discuter de ce qui est important pour soi, il n'y a plus personne. Donc voilà l'idée, c'est d'abord faire marcher les institutions, refaire marcher le véritable débat qui est le débat de la société elle-même à travers ses élites professionnelles, sociales. C'est le fameux débat social dont parle la CGT, mais la CGT, ça ne représente rien. Il faut que ce soit les métiers qui parlent, qui s'expriment, les provinces, et chacun
avec sa personnalité, comme nous le voyons dans le folklore. Hélas, il faut refaire vivre le folklore pour qu'il devienne la culture. Et à partir de tous ces éléments, je vous rappelle que le roi c'était un empire, la France. Quand vous lisez Mirabeau, on ne parle pas de royauté, on parle de l'empire. Donc c'était un empire parce qu'il y avait des peuples distincts et il faut redonner la vie au peuple.